Travailleuses, travailleurs, il est normal, légitime et réaliste qu'aujourd'hui la fortune des riches serve à garantir le niveau de vie de ceux qui vivent de leur travail. Les travailleurs et les classes populaires n'ont pas à faire les frais de la crise. Ceux qui doivent payer, c'est ceux qui, avant la crise et pendant la crise, se contentent d'amasser, de spéculer, d'accroître leurs empires financiers ou industriels. Leur capital rapporterait moins, la belle affaire. Et la caisse d'épargne, avec 7,5%, met-elle les économies des petites gens à l'abri de l'inflation ? Pourquoi le capital des trusts et des monopoles serait-il seul protégé, seul à l'abri des fluctuations de la crise ? Mais prendre l'argent aux trop riches, nous ne pourrons pas l'attendre du président de la République qui sera élu le soir du second tour, surtout s'il s'appelle Giscard ou Chirac. Mais malheureusement, pas non plus s'il s'appelle Mitterrand, même si par extraordinaire, il prenait Marchais comme ministre. Nous ne l'obtiendrons pas si nous attendons que quelqu'un le fasse à notre place. Nous ne l'obtiendrons pas en choisissant seulement le bon bulletin de vote. Nous ne pourrons faire payer les riches que si nous tous, ceux qui vivons de notre propre travail, nous nous faisons craindre d'eux. Oui, contre le chômage, il nous faudra imposer à l'homme qui séjournera à l'Élysée, quel qu'il soit, quels que soient ses ministres, une série de revendications indispensables aux classes populaires. Par exemple, il est nécessaire, il est juste que soient interdits les licenciements à toutes les entreprises subventionnées par l'État et dont la modernisation doit servir à diminuer non pas les effectifs, mais le temps de travail. Et cela veut dire les 35 heures, tout de suite, sans perte de salaire. Il est nécessaire, il est juste que les salaires, les retraites et les pensions soient indexés sur le coût de la vie, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui soient les victimes de l'inflation. Il est nécessaire, il est juste que les petits producteurs, les paysans, imposent que leur production soit commercialisée par les grands trusts de la distribution, même et surtout lorsque les récoltes sont abondantes, et même si cette fois-là, les grands trusts doivent y perdre. Aujourd'hui, on essaye d'opposer les ouvriers des villes à ceux des campagnes, les prix agricoles au pouvoir d'achat des consommateurs. On nous dit que la cherté de la vie vient du petit commerçant trop cher ou du petit paysan qui n'est jamais satisfait. Ne tombons pas dans ce piège facile. Il ne faut pas que ceux qui travaillent, les producteurs, se fassent la guerre entre eux. Il ne faut pas accepter qu'on oppose ceux qui ont du travail à ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont un emploi stable à ceux qui n'ont qu'un emploi précaire ou intérimaire. Comme il ne faut pas nous en laisser compter par ceux qui essaient de dresser les uns contre les autres, les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés font partie de la classe ouvrière de ce pays. Ils ont, pendant des années, construit des logements, des routes, des ponts, fabriqué des voitures, extrait du fer ou du charbon. Ils ont cotisé aux assédiques et à la sécurité sociale. Le pain qu'ils mangent, ils l'ont gagné, ils ne l'ont volé à personne. Et les allocations qu'ils touchent, ils les ont payées. Ils ne sont pas de trop dans un pays où ils ont participé à la production nationale. Ceux qui sont de trop, ce sont les parasites, les spéculateurs, les profiteurs, ceux qui se sont engraissés de leur travail, de notre travail à tous. Aujourd'hui, l'ennemi, ce sont les trusts qui nous attaquent par l'inflation, par le chômage, par la dégradation des services publics. Ils veulent nous faire payer les frais de la crise. Et si la crise s'aggrave, ils exigeront plus encore. Ne nous laissons pas faire et prenons l'argent là où il est, chez les riches, mais aussi dans les caisses de l'État. Par exemple, aucun des grands partis, aucun candidat des grands partis, ni à droite ni à gauche, qui discutent comment financer leurs mensongers et dérisoires plans respectifs, ne parle de s'en prendre, si peu que ce soit, à ces colossales dépenses inutiles que représente le budget de l'armée. Plus de 100 milliards de francs actuels, le 5e des dépenses totales de l'État. La moitié, 50 milliards, sert à entretenir des généraux et des officiers et à payer ce que l'on appelle les frais de fonctionnement de l'armée. Rien que sa consommation de carburant
s'est élevé en 1980 à 3 milliards de francs. Les 300 000 soldats de métier qui existent dans ce pays nous coûtent chaque année plus cher que ce que nous coûte l'éducation nationale, c'est-à-dire l'instruction de 10 millions d'enfants. Et depuis 36 ans, à quoi ont-ils servi les généraux et les officiers de l'armée française? À faire la guerre aux peuples d'Indochine et d'Algérie où, malgré leur supériorité en armes et en matériel, ils ont été vaincus par des paysans, des ouvriers, des gens du peuple qui, eux, défendaient vraiment leur pays. Et puis, avez-vous déjà entendu dire que dans tel ou tel pays, les pâtissiers, les ouvriers plombiers ou les coiffeurs avaient fait un putsch? Bien sûr que non. Mais il ne se passe pratiquement pas de mois ce que l'on apprenne que quelque part dans le monde, de l'Afrique et l'Asie à l'Amérique latine ou de l'Espagne à l'Angleterre, l'armée a pris ou a tenté de prendre le pouvoir. Et n'oublions pas qu'en France, si la droite est sans interruption au pouvoir depuis 23 ans, c'est qu'elle bénéficie d'une constitution et d'une loi électorale sur mesure qui ont été mises en place en 1958 sous la menace des généraux de l'armée en Algérie. Alors, avec les sommes consacrées à entretenir ces gens-là, oui, on pourrait consacrer des emplois autrement plus utiles. Est-il normal, par exemple, que le budget de l'État affecté à la recherche militaire soit 10 fois plus important que celui qui est affecté à la recherche médicale et qu'on doive faire des quêtes sur la voie publique pour financer la recherche contre le cancer, alors que l'on dépense sans compter pour mettre au point de nouveaux engins de mort? Nous n'exportons par an vers l'Afrique que pour 2 milliards de francs de céréales. Ne vaudrait-il pas mieux se servir d'une partie de l'argent de notre budget de guerre inutile pour nourrir le tiers-monde, en achetant à nos paysans les produits agricoles, la viande qu'ils n'arrivent pas à vendre? Ne vaudrait-il pas mieux, avec une partie de cet argent, acheter aux entreprises des instruments de première nécessité pour les envoyer aux pays sous-développés? Par exemple, des pompes hydrauliques pour le Sahel, des outils pour l'agriculture ou pour la pêche ou pour la production de biens de consommation courante. On pourrait le leur envoyer gratuitement au lieu de dépenser cet argent à acheter et à entretenir du matériel de guerre inutile et de toute façon périmé. Le peuple de France aurait une autre image vis-à-vis des peuples du tiers-monde plutôt qu'en vendant des armes aux dictateurs qui les oppriment et les affament. Utopique? Non, moins que de prétendre préparer la paix en accumulant du matériel de guerre. Et qu'est-ce que les ouvriers, les agriculteurs et toute la population française préféreraient? Voilà une bonne question que l'on pourrait poser par référendum à l'ensemble des électeurs si l'on consultait la population sur ce qui la concerne vraiment, alors qu'on le fait seulement sur le nom du politicien qui va lui mentir pendant 7 ans à l'Élysée. Alors que les Giscard et les Chirac, que les hommes de la droite n'envisagent pas de prendre un seul centime sur le budget militaire, ce n'est que normal, parce qu'au fond, l'armée et la droite, c'est pareil. Mais Mitterrand adopte la même attitude. Mais Marchais est partisan de la force de frappe et réclame lui aussi la construction d'un 7e sous-marin nucléaire pour remplacer le premier qui, au bout de 10 ans et sans avoir servi à rien, et paraît-il déjà bon pour la ferraille. On est bien obligé de se dire que ces hommes-là ne représentent pas sincèrement les intérêts de la population laborieuse. Giscard dit aujourd'hui qu'il a un plan contre la crise. Il promet de dégager, c'est son mot, 1 million d'emplois en 3 ans. Mais quand il s'est présenté en 1974, nous a-t-il dit que 7 ans plus tard, le nombre de chômeurs serait multiplié par 4 et que les prix auraient doublé? Non, il ne nous a pas dit cela, il nous a dit le contraire. Et aujourd'hui, il s'explique en disant qu'il y a eu la crise internationale. Mais cette crise, elle avait commencé avant 1974. Alors, à quoi ça a servi d'avoir embauché comme Premier ministre Raymond Barre, qui est, paraît-il, le meilleur économiste de France,
Alors à quoi ça a servi que Giscard ait été soit au ministère de l'économie, soit à la tête de l'État depuis si longtemps, s'il n'a même pas pu prévoir les conséquences de la crise? Au meilleur des cas, c'est un incapable, mais en réalité, il nous a menti. L'avez-vous vu, mercredi soir, à la télévision, affirmer sereinement que s'il n'avait pas pu mettre en œuvre son fameux plan plus tôt, c'est parce qu'il avait été trop occupé, durant son septennat, à construire les fondations de la maison, selon son expression. Si 1 700 000 chômeurs ne représentent que les fondations, combien y en aura-t-il lorsqu'il aura posé la toiture? En vérité, l'État, avec l'argent de nos impôts, a versé des milliards aux grandes entreprises afin qu'elles rationalisent leur production. Mais rationaliser, veut-il dire pour ces grandes entreprises créer des emplois? Non, au contraire. Avec les milliards de nos impôts, les grandes sociétés ont acheté de nouvelles machines et ont licencié les travailleurs dont elles n'avaient plus besoin. Regardez par exemple ce qui s'est passé dans la sidérurgie. Depuis 1977, les industriels de la sidérurgie ont reçu plus de 15 milliards de subventions de l'État. Pour maintenir l'emploi? Non, il y a eu plus de 50 000 suppressions d'emplois dans cette branche. Calculez, cela représente 300 000 francs, 30 millions anciens par emploi supprimé. Créer des chômeurs grâce à l'État, ça rapporte aux maîtres de forge peut-être plus que de produire. Le souci de Giscard, ce n'est pas l'emploi, c'est tout au plus son emploi à lui, son poste de président. Eh bien je dis à la porte Giscard. Bien des chômeurs ont perdu leur emploi pour moins que cela. Il n'y a aucune raison pour que dans cette période de crise, il soit le seul assuré, quoi qu'il fasse, de garder son emploi. Et Chirac, il voudrait aussi nous faire croire qu'il a un plan, des idées, des solutions. Mais s'il avait des idées, ça se saurait depuis 7 ans que son parti est majoritaire à l'Assemblée. Et s'il avait une politique, il aurait pu 20 fois contraindre Giscard à renvoyer Barre et à le reprendre lui, Chirac, comme Premier ministre. Il en avait les moyens. Pas besoin d'une élection présidentielle pour cela. Il suffisait d'une motion de censure. Mais non, Chirac n'a pas d'idées favorables au peuple. Il a seulement des ambitions, c'est différent. Alors, si nous arrivons à licencier Giscard, ce n'est pas pour embaucher Chirac. Reste la gauche. Bien sûr, on ne voit pas comment elle pourrait faire pire, mais est-ce qu'elle saura mieux faire? Et qu'est-ce qu'il nous promet, Mitterrand? Il a lui aussi un plan contre le chômage. Il va créer des emplois dans le secteur public et les collectivités locales. 200 000 emplois pour 1 700 000 chômeurs. Et les 1,5 million d'autres alors? Eh bien, ils devront attendre. Il dit par ailleurs qu'il relancera la consommation intérieure, mais sans s'en prendre aux dépenses inutiles de l'État, puisqu'il n'est pas question pour lui de toucher à la principale d'entre elles, le budget militaire, ni même à la force de frappe, tout comme Giscard. Il ne s'en prendra pas aux subventions que l'État distribue aux entreprises et aux trusts. Quand il s'adresse aux patrons, comme il l'a fait mardi dans le journal Les Échos, il leur précise qu'il n'est pas hostile à ces subventions. Il vient même de promettre, s'il est élu, de l'argent de l'État au trust Peugeot, l'un des plus importants du pays, tout comme Giscard, qui il y a plusieurs années a lui aussi fourni 1 milliard à Peugeot. Mitterrand ne s'en prendra pas au profit des capitalistes. Il vient de dire que, de son plan, le capitalisme tirera profit, le salariat tirera profit, l'investissement tirera profit. En somme, il prétend ménager à la fois la chèvre et le chou. Voilà un air connu. C'est exactement ce que disent Giscard et Barre et tous leurs compères. Alors en quoi le plan de Mitterrand nous donne-t-il à nous, travailleurs, plus de garanties que celui de Giscard? Marchais, lui, est le seul à dire qu'il faut faire payer les riches. Je suis d'accord avec lui sur cela, mais je ne lui fais pas confiance pour le faire. Il dit surtout que son objectif principal, c'est qu'il y ait des ministres communistes dans un gouvernement Mitterrand, c'est-à-dire dans un gouvernement qui sera dirigé par quelqu'un qui se refusera justement à faire payer les riches. Or, avec la constitution de la Ve République, les ministres sont des figurants, et les ministres communistes ne pourraient que baisser les bras et se taire ou démissionner, mais faire payer les riches, sûrement pas.
Alors, quels sont les vrais plans de Marchais? Faire payer les riches ou bien négocier les voix des travailleurs contre quelques places? Travailleuses, travailleurs, si je me présente, ce n'est pas pour faire obstacle à l'élection au deuxième tour du candidat de gauche, car je suis solidaire de tous les travailleurs, de tous les électeurs de gauche qui souhaitent que Mitterrand finalement l'emporte contre Giscard. Et si les travailleurs souhaitent qu'il y ait des ministres communistes, je dis il doit y avoir des ministres communistes. Puisque Mitterrand d'un côté et Marchais de l'autre nous disent que s'ils étaient au gouvernement, cela irait mieux pour les travailleurs, eh bien, mettons-les au pied du mur, mais après leur avoir dit au premier tour ce que nous pensons d'eux. Au deuxième tour, si nous voulons voter contre Giscard, nous serons sans doute obligés de voter Mitterrand. Mais il faut, au premier tour, dire à Mitterrand que les travailleurs se méfient de lui, qu'ils se méfient des combinaisons politiques qu'il nous prépare, qu'ils n'ont pas oublié sa participation au pire gouvernement de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie, que nous nous souvenons qu'il a déjà gouverné avec la droite et qu'il a déjà mené une politique contre les travailleurs et qu'il est capable de recommencer. Et on ne peut pas au premier tour approuver Marchais. Quelle confiance les travailleurs peuvent-ils faire à un homme qui change aussi souvent et aussi carrément d'avis, qui disait « Vive Mitterrand » en 1974 et « À bas Mitterrand » aujourd'hui. Un homme qui était contre la bombe atomique avant 1977 et qui est pour aujourd'hui. Et comment approuver un homme qui applaudit à l'entrée des chars russes en Afghanistan? Comment approuver un homme qui, après avoir défendu les immigrés, s'en prend à eux aujourd'hui, en pleine crise, justement quand la bourgeoisie cherche à s'en débarrasser? Marchais, qui parle aujourd'hui de s'en prendre aux riches, ne changera-t-il pas d'avis s'il obtenait demain les ministères qu'il veut? Alors, pour dire à Mitterrand qu'on se méfie de lui, pour dire à Marchais que nous n'approuvons pas ses retournements et ses reniements, il n'y a au premier tour qu'un moyen: voter pour une travailleuse, une candidate de gauche qui représente les idéaux socialistes et communistes auxquels Marchais et Mitterrand ont renoncé. Et ce vote sera aussi l'affirmation que les travailleurs ne veulent plus supporter la politique des trusts et des monopoles si bien représentés par Giscard, pour dire qu'il faudra de toute façon compter avec les besoins des classes laborieuses, leur détermination, éventuellement leur colère. Ce vote, ce sera dire à cette droite arrogante, imbue d'elle-même et de sa supériorité, qu'elle aura des surprises et qu'elle aurait bien tort de croire que la population est résignée.